en nature déjà. C'est nous qui développons, c'est nous qui les outils de prospection, de commercialisation et tout. C'est nous qui préparons tout ça pour eux. Après, normalement, après la levée de fonds, normalement, c'est une négociation des pourcentages, et plein de choses, c'est étape d'une autre étape. Donc après, donc, peut-être Yassine, il va jouer. Déjà, je rebondis sur la question. Qui fait quoi? Comment vous faites pour chercher les idées des startups? Est-ce que vous créez des événements? Vous invitez les gens à parler de leurs idées comme ça? Alors, sélectionner les meilleurs, ou alors très simple. vous allez vers les gens, ils viennent vers vous, comment ça se passe? Il y a des méthodologies aujourd'hui qui permettent de trouver, de détecter des problématiques sociétales. Okay? Donc il y a la méthodologie qu'on appelle le c'est la meilleure méthode aujourd'hui avec laquelle on peut chercher des idées. Parce que pour faire une start-up, il faut bien évidemment innover. Pour innover, il faut répondre à des vraies problématiques. Et maintenant, s'arrêter sur l'idée de projet, l'idée en soi, ce qu'on essaie de partager avec les gens, ça ne sert à rien. C'est l'implémentation de l'idée, le succès de l'idée qui fera l'innovation et la réussite de la start-up. Donc il y a des méthodologies dans ce sens. Il y a donc la méthodologie Lean Startup qu'on a déjà initiée avec les porteurs de projet, même si on a des thèmes déjà prédéfinis. Mais dans ces thèmes prédéfinis, on a essayé de voir comment peut-on innover. Et on a fait la première séance, c'était déjà un atelier pour challenger les idées des porteurs de projet afin qu'ils puissent donc se différencier, afin qu'ils puissent innover dans des thématiques qui sont classiques. Quand on parle de la culture, quand on parle de la cuisine, quand on parle de la radio, ou bien quand on parle de la vie, ce sont des thèmes classiques. Comment peut-on les transformer en des idées de start-up? C'était l'objectif des deux premières séances. C'est vraiment, on a challengé leurs idées, on a fait des exercices dans ce sens penser différemment. Donc là, il y a la méthodologie design thinking qui nous permet donc vraiment de détecter ces idées-là. Sinon, côté financement, c'est très important. Généralement, nous accompagnons les startups en deux volets. Il y a les startups qui sont en démarrage. Donc, ils ont besoin de publicité, ils ont besoin de faire une étude de marché, ils ont besoin de comprendre les vraies problématiques pour qu'ils puissent dégager derrière des idées. Donc, qu'est-ce que type d'accompagnement qu'on est en train de faire? Il y a un autre type d'accompagnement, ce sont les entreprises qui savent déjà ce qu'ils veulent, qui ont déjà de l'argent, qui sont déjà prédéfinis à bien disposer pour développer leurs produits. Et là, nous faisons un accompagnement dans la partie digitale. Comment développer leurs produits, comment le mettre dans un marché, comment assurer sa viabilité. Et après, dans ces là, c'est les négociations d'idées en fonction de notre apport technologique, en fonction de l'apport des autres. Mais généralement, on fait l'accompagnement complet. Oui, la startup donc bien aujourd'hui, il est valorisé jusqu'à aujourd'hui à 1,4 million d'euros. Je vous invite, elle est sur Android, sur le terminal Android, elle est en plein testing. Donc ça fait pratiquement 6 mois qu'on fait des tests et ça fait partie de la méthodologie des startups parce qu'on ne peut pas se dire aujourd'hui en lançant un projet, ça va marcher. Il y a des méthodologies qui permettent donc aux startups de rentrer dans ce monde de startup et donc le lean startup. On fait énormément de tests, on prend beaucoup de feedback client, on fait de l'implémentation et on revient à chaque fois au développement pendant 2-3 semaines, on revient à l'implémentation. Donc c'est un process assez compliqué, mais en fait, on n'a pas le choix. C'est ce qu'on essaie d'expliquer aux gens. Si on n'arrive pas à innover, si on n'arrive pas à utiliser les nouvelles méthodes de création et d'émergence d'entreprise, ça va être difficile de faire face à un tel marché. Donc, des fois, en fait, la partie peut-être la plus importante à laquelle on incite, c'est question de mindset. C'est pour se dire qu'aujourd'hui, si je vais lancer un projet, c'est que je dois innover. Comment innover? Voici les outils qui permettent d'innover. Une fois innové, on intégrer cette innovation. Et ça, en soi, c'est un esprit, c'est un état d'esprit qu'on essaie bien sûr de partager. Il n'y a pas de secteur qui réussit plus que d'autres? Le secteur, ça dépend des pays. Ça dépend, c'est là où il vient aussi les marchés, l'étude du marché. Donc là, on essaie vraiment de faire une étude d'après notre expérience déjà. On donne notre avis aux porteurs d'idées. Donc c'est pour les secteurs qui marchent, qui ne marchent pas. Par exemple, au Maroc, il y a un contexte vraiment, il y a des choses qui ne peuvent pas marcher, le projet. Donc il y a des secteurs qui marchent, mais là vraiment d'après l'expérience, normalement tous les secteurs marchent. Maintenant la force c'est le digital. C'est comment innover, c'est comment vraiment, c'est l'innovation. Peut-être même idée avec un plus, l'innovation par rapport au contexte, par rapport au pays. C'est ça qui donne la différence. Et c'est ça ce qu'on cherche avec notre méthodologie d'accompagnement.
parmi Voilà. c'est ça. Ce qu'on cherche, peut-être là, il vient par exemple les porteurs d'idées avec les mêmes idées. Il y a le thème restauration, peut-être qu'on aura des idées. Mais là, ce qu'on cherche dans leur idée, vraiment la différence. Donc l'innovation, parce que ce qui fait la différence, c'est vraiment l'innovation. Et là, la force, vraiment, c'est le digital. C'est le mot-clé, le digital. Et c'est ça ce qu'on entend de notre force aussi. C'est le clé de notre réussite. Parce qu'on a une équipe vraiment derrière. Donc, l'équipe digitale, nous déjà, nous sommes déjà des développeurs, des ingénieurs en informatique à la base. Après, qu'on sort d'entrepreneuriat, on fait de l'entrepreneuriat. Donc, c'est ça. Donc, c'est avant ça. Donc, c'est le digital, c'est la force. Après, c'est les méthodologies scientifiques, c'est plein de choses. Donc, l'accompagnement aussi. C'est l'expérience, c'est le transfert. Ce qu'on fait, c'est le transfert de compétences. Parce que nous, on a commencé de la même façon, le même vraiment point de départ, c'est à zéro, une idée. Après, Faïmo, maintenant, par exemple, elle a commencé par une idée de start-up. C'est vraiment start-up qui c'est e-librairie. Une start-up, c'est librairie électronique. Après ça, donc, ce qu'on a accumulé d'expérience, on essaie vraiment de le transférer. Et aussi, en parallèle, les méthodes scientifiques qui sont sur le marché, donc, qui existent déjà, des méthodes d'accompagnement. Mais pour répondre à votre question, normalement, pour moi, il y a tous les secteurs qui marchent. C'est l'idée, c'est l'innovation, c'est le plus qui donne vraiment. Et la force, c'est le digital. Donc c'est le digital. Et maintenant même il y a la question précédente sur les fonds et tout, mais maintenant les bailleurs des fonds, à peu près tout le monde, normalement, il appuie sur le digital. Il finance vraiment plus les startups technologiques. Et l'avantage que n'importe quelle idée qu'on a, on peut vraiment le transformer en digital. C'est ça. Mais là, comme il dit ici, vraiment, il y a tout un cycle. Normalement, nous, d'après l'expérience, c'est un cycle de 6 mois. Donc, des fois, c'est 6 mois. Donc, lancer le projet. Donc, déjà, il y a un cycle avant le développement. C'est 3 ans de développement d'application. Donc, c'est énorme. Vraiment, il y a le design, des personnages, des personnages, il y a des voix off derrière. Il y a vraiment un travail énorme. Des développeurs, des gens, des traducteurs, des pédagogues, pour faire la pédagogie et tout. Et là, cette méthode, normalement, le lancement, il y a le bruit, donc la création du produit. On lance le produit, on le mesure dans le terrain. Ce n'est pas juste des chiffres, des business models et tout, des chiffres. Vraiment dans le terrain. On donne les gens pour qu'ils testent. Maintenant, si vous téléchargez le jeu, normalement, on donne la main aux gens. Et après, on collecte les données. Et d'après la collecte de données, on essaie vraiment de faire des améliorations et tout, et au fur et à mesure, c'est un cycle qui se répète. C'est à l'infini, on peut dire ça. Donc c'est ça. Et d'après tout ça, c'est ça ce qu'on va normalement vraiment transférer à porteurs d'idées pour vraiment mener à bien normalement leur projet d'idée. Je pense que on a servi. Ouais. Question? Je ne sais pas si les participants. Oh, bien sûr. Bon, oui, merci. Si je vous ai bien compris, accompagner les porteurs de projets, mais vous me financez par ces porteurs de projets. Le financement, il y a des fois qu'on finance, mais différemment. Donc, soit en nature, donc c'est en nature, ça veut dire, donc avec notre expérience, là, si par exemple, développement, par exemple, je ne sais pas, là, si on parle de projet digital, et projets digitaux, c'est vraiment, on finance en nature. On a derrière des salariés, on a derrière plein d'installs. Deuxième chose, on a une deuxième possibilité, c'est le porteur d'idées, des fois, on le prend comme un salarié pendant 6 mois, dans laquelle on travaille sur son idée, et en parallèle, tu fais avec nous des tâches. Donc là, c'est un financement, on peut parler, le mot technique, c'est accélérateur, normalement, c'est l'accélération de start-up. Il reste avec nous 6 mois, avec un salaire. Et les tâches en derrière, donc on me donne des tâches, mais en parallèle, on travaille l'idée start-up pendant 6 mois. Après 6 mois, on voit vraiment si ça marche, on fait le mesure vraiment de l'idée et tout. Et peut-être là, on renouvelle vraiment cette période. Mais là, ce qu'on fait, et là,
essayer de Déjà par rapport à votre question, est-ce que vous parlez du projet actuel sur lequel nous travaillons ou bien de notre accélérateur? Ce sont deux choses séparées. Là, on est afin de vous accompagner dans la mise en place de vos startups. Mais on ne finance pas et le projet actuellement ne prévoit pas le financement. Ça, c'est le projet actuel. Peut-être qu'il y aura un deuxième projet qui permettra effectivement de choisir quelques start-upers qui vont être financés. Je dis peut-être, je ne sais pas. Mais le projet actuel, c'est un projet d'accompagnement pour la mise en place des start-up. Peut-être qu'il y aura, je ne sais pas, je ne sais pas s'il y a un représentant de la fondation. Oui, mais je ne veux pas me prononcer pour Justement, donc, mais le projet actuel. Je ne veux pas donner des promesses. Le projet actuel, c'est ça. Oui. La première phase, c'est ça. Mais on travaille là-dessus, donc on espère bien que ce soit à partir de septembre. Oui, parce que logiquement, normalement, dans l'accompagnement des startups, il y a une phase de ce qu'on appelle ideation, donc on essaie de transformer les idées des personnes en des projets. Il y a une phase d'incubation où on fait former, on fait le mentoring des porteurs de projets pour qu'ils puissent transformer donc qu'ils puissent mieux connaître leur marché, avoir le potentiel derrière et valider la pertinence de leur projet. Et il y a la phase accélération. Vous, actuellement, vous êtes dans la phase incubation. Et ce sont trois phases différentes. La phase ideation, c'est déjà fait parce que vous êtes déjà venu avec des idées. On sait, on va travailler sur la restauration, sur la bijouterie, sur la webmado et sur la culture. La deuxième phase, c'est l'incubation. C'est là où on va vous accompagner à transformer tout ça en de vrais projets avec des business models, avec des chiffres clés, avec une meilleure compréhension des argumentaires, donc avec laquelle vous allez pouvoir éventuellement convaincre des financiers, des partenaires, etc. La troisième partie, qui ne fait pas partie de cette partie-là, c'est la partie donc accélération et j'espère qu'il y aura peut-être une projection dans ce sens. On sait pas. Oui, vous avez répondu partiellement à la question dans la mesure où vous avez dit que c'est un accompagnement de 6 mois. Et vous connaissez la vie des réfugiés, des migrants. Oui, je ne sais pas si vous avez vu une société. Vous avez dit que forcément vous avez pensé à ce que le migrant, au cours de cette formation, peut déjà produire. Parce qu'il faut qu'il sacrifie ce qu'il a fait, il faut qu'il sacrifie ses études, il faut qu'il sacrifie ses éventuelles activités pour venir assister à la formation. C'est vrai que c'est lui qui est porteur d'idées, sauf que on se comprend, je ne sais pas si vous comprenez mon problème. Parce que normalement, vous devez accompagner en plus de nous aider à réaliser nos projets, vous devez aussi nous accompagner de façon. Oui, là juste pour vous dire, là nous sommes une entreprise sociale. On a une partie là, une partie aussi des gains, un fonds de roulement. Il faut un fonds de roulement pour faire vraiment marcher l'entreprise, c'est ça. Donc après là, pour vraiment l'accélération, nous, ce qu'on fait, c'est vraiment l'accélération, ça passe. L'idée est complète et vous venez avec l'idée. Là, on s'adapte avec votre planning, on s'adapte vraiment avec vos contraintes. Pour faire vraiment, pour faire monter l'idée ou le projet. Là, on n'est plus sur la phase d'idée, vraiment, c'est la phase du projet. C'est ça ce qu'on fait. Là, il y a des contraintes, oui, il y a des contraintes du travail, des contraintes vraiment pour le migrant, il y a des contraintes aussi du gain de vie, du pain de vie. C'est ça. Donc, il y a des contraintes, mais de toute façon, si le projet vraiment est intéressant, normalement, donc là, on fait normalement nous, donc je ne parle pas de programme, c'est ce qu'on fait, c'est vraiment l'accompagnement en nature. Vraiment en nature, ça veut dire là, on monte avec vous l'idée, donc dès le départ, tous les outils, et après, donc, normalement, donc, là, vous avez tous les outils pour vraiment être face au marché, c'est ça. Et après, normalement, on a présenté avant qu'on a une société avec plusieurs autres sociétés. Les autres filières, ils étaient vraiment aussi des porteurs d'idées, des startups. Après, maintenant, ils participent à la réussite de la société. Et avec NetAtlas, c'était une société. D'accord, parce que justement, vous avez fait une présélection, ça veut dire que vous êtes des professionnels. Vous avez eu la maturité, connaître un projet porteur et un projet qui n'est pas porteur. Et dans ce monde, on dit souvent, il y a le vol d'idées, le vol de projet. Ça veut dire que si vous prenez un start-up, vous dites que oui, je vais vous accompagner durant les 6 mois.
Ça veut dire que vous avez vu porter sur un projet, vous avez vu que son projet, normalement, votre société devait essayer, et je profite pour poser une idée en condoléance, essayer pas de rémunérer, mais d'encourager ce porteur d'idées. C'est ce qu'on fait, mais là, normalement, on est ici, on ne laisse rien au hasard, ni à l'instinct. Normalement, il y a une méthodologie, normalement. Donc c'est pour ça qu'on dit, on a un process, c'est ça. Donc on lance l'idée pour voir vraiment, il y a notre expérience et tout, mais normalement, c'est pas tout. Normalement, c'est le marché. Le marché qui vous êtes face à un marché vraiment qui n'est pas stable. Si on prend par exemple le marché africain, il n'est pas stable. Donc les données, on n'a pas des données réelles déjà du marché. Donc là, cette méthodologie, déjà, il permet, ce process, il permet vraiment d'avoir une idée claire. On ne laisse rien à leur hasard. Donc ça, par exemple, on ne laisse pas 2 ans, 3 ans pour monter le projet. Et après, le projet ne marche pas. Le projet n'est pas vraiment adapté au contexte présent, contexte de pays et tout. Donc c'est pour ça, normalement, cette période courte. Et ça dépend du personne aussi, de la motivation des personnes qui se va donner aussi en contrepartie aussi à la société. Donc c'est ça. Normalement, c'est un petit peu compliqué, mais là, on a monté ce processus vraiment par expérience. C'est ça. Donc il faut vraiment la personne être motivée. L'idée, donc les statistiques, ils disent que. L'innovation qu'on veut, parce que ça veut dire choisir un endroit où les sans-abri, les sans-logement. Oui, c'est juste pour vous dire, là, il faut savoir que le moment que vous pensez à une idée, il y a 5 millions de statistiques qui disent qu'il y a 5 millions qui pensent vraiment en même temps à votre idée. Donc ce qui fait la différence, c'est vraiment le plus, c'est l'innovation, c'est ça ce qu'on cherche. S'il y a cette innovation, s'il y a cette motivation, si c'est tout ça, donc on investit notre temps. Premièrement, c'est le temps, c'est l'InvestTime. Là, il y a des plateformes au Canada qui s'appellent InvestTime. Donc, c'est l'InvestTime. Donc, on investit notre temps, c'est la première des choses. La deuxième des choses, ça dépend de l'idée. Donc, et ici, peut-être, il a quelque chose à dire. Je vais généraliser un peu, je vais vous avoir coupé. Je vais généraliser un peu. En fait, généralement, vous allez sacrifier quelque chose. Ça, c'est sûr. Sinon, ça ne va pas être de l'entrepreneuriat. Vous allez peut-être échouer. Et pour vous dire, aujourd'hui, la probabilité d'échec dépasse la probabilité de réussite dans le monde entrepreneurial. Mais les personnes qui ne s'arrêtent pas, qui arrivent à apprendre de leurs échecs, ils peuvent aller de l'avant pour une deuxième, une troisième, une quatrième aventure. C'est comme ça que ça se passe. Angry Birds, vous connaissez certainement le jeu, c'était leur 50e jeu. C'est pas le premier, c'est pas le deuxième, c'est pas le 5e, c'est pas le 20e, c'était leur 50e jeu avant qu'ils puissent donc vraiment faire succès. Ça fait partie du jeu, ça fait partie du process. Ce qui se passe avec le process que nous allons vous apprendre, c'est qu'au lieu d'investir énormément et d'attendre 6 mois, 1 an, 2 ans avant de se dire « Ah, c'était pas la bonne idée », donc on vous fait donc rentrer dans un processus qui permet rapidement de s'intégrer aux réalités de marché d'une manière parallèle. On ne va pas faire des études de marché pendant 6 mois pour se dire « Ah oui, ça c'est potentiellement une idée intéressante » et le mois d'après, il y aura un changement de loi à laquelle on n'a pas fait attention qui va interdire éventuellement qu'on déploie notre projet. Et après 1 an, on a perdu 3 millions de dirhams pour lui. Okay? C'est ainsi que la méthodologie Lean Startup opère. Elle opère, avec les porteurs de projets, les jeunes porteurs de projets et les étudiants. En principe, on trouve énormément d'étudiants qui souhaitent lancer des projets. Mais ils n'arrivent pas parce qu'ils ne peuvent pas, par exemple, faire un business plan. Ici, on ne vous fera pas un business plan. On ne vous perdra pas votre temps à faire des business plans. Pourquoi? Parce que ça va prendre peut-être 3 à 6 mois pour le faire, pour ne pas bien le faire. Okay? Parce qu'il y a des études qui font 5 ans de management où ils maîtrisent un business plan, et je vous assure qu'ils ne peuvent pas faire un business plan viable. Pour la simple raison qu'il y a énormément de dimensions, énormément de changements de la marché, énormément de choses qui changent le moment où vous êtes en train de développer votre business plan. Donc, on va vous faire d'autres méthodes qui vous permettent de connaître de manière parallèle votre marché et de tester constamment votre idée. Ça va être moins coûteux, ça vous permettra d'innover et ça vous permettra de répondre rapidement à des besoins. Donc maintenant, j'ai compris la motivation que vous cherchez. De notre part, si nous voyons que votre projet est potentiel et qu'on peut l'intégrer séparément de la fondation dans notre entreprise, on le fera. Mais aujourd'hui, on ne peut rien vous dire parce que vous êtes encore dans le stade de transformation de l'idée, de compréhension de l'écosystème, du marché, etc. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a quelque chose à sacrifier. Vous allez sacrifier pendant la
vous n'avez pas trop le choix. Et c'est un message bien sûr pour tout le monde. Si vous permettez, je n'appellerai pas ça un sacrifice, c'est un investissement. Vous investissez, vous avez certainement beaucoup à gagner après ça. Donc soyez-en. C'est décidément pas du sacrifice. Et ça fait partie du jeu. Ça fait partie. Il faut beaucoup de patience. Il faut. Parce que le même, c'est. Le fait de l'église, nous enseigner, c'est un sacrifice aussi. Mais quelque part, on dit, nous sommes dans le business, il y a une intermédiaire derrière. Oui, c'est aussi une entreprise sociale, donc un intérêt aussi communautaire et très important. Ça permet aussi à l'entreprise de tester votre engagement. Parce que c'est également tout le monde qui va être des bons entrepreneurs. C'est justement la période, la phase qui va vous permettre de savoir, de tester, de voir c'est qui va aller jusqu'au bout dans la réalisation de vos réalisations. Et après même l'entreprise a des limites. C'est social, madame. C'est pour ça que je pense que par des niveaux social, on a tous des pensées, on a tous des idées, on a tous des. Mais quand on a faim, vous voyez, on n'a pas le temps de sortir. On est en diverser avec tous nos problèmes, on ne peut pas avec nous. On ne peut pas reconnaître la vie, les travail. Donc je me dis quelque part, peut-être qu'ils n'ont pas choisi, ou encore ils ont bien fait de choisir la fondation, mais il faut qu'ils fassent quelque chose. Vous allez devoir faire quelque chose pour qu'on puisse me dire que vous méritez vraiment un accompagnement de plus. Je vous assure. Parce que vous savez pourquoi? Je vais vous donner des statistiques qui ne sont pas du tout bonnes. 1% des startups qui arrivent à réussir. C'est 1%. C'est pas 20%, c'est pas 50%, c'est pas 300%. C'est 1%. Ces 1% là, ce sont ceux qui persévèrent, ce sont ceux qui intègrent des méthodes scientifiques, ce sont ceux qui sont vraiment très à l'écoute de leur communauté, assez sensibles pour le entourage. Ça prend du temps. C'est aussi simple que ça. Mais ce qui est sûr, c'est que l'esprit et le mindset d'un start-upper, c'est quelqu'un qui veut toujours apprendre. C'est quelqu'un qui ne dit pas des problèmes, qui cherche des solutions. C'est quelqu'un qui parle plus d'investissement que de problématiques ou bien de sacrifices. C'est vraiment un esprit d'apprentissage, c'est un entrepreneur ou bien un start-upper, c'est quelqu'un qui apprend à apprendre. Parce que vous allez être en France, vous allez être constamment amené à faire vous-même du marketing, de connaître l'écosystème entrepreneurial, un peu de tout en fait, du commercial, du marketing, de la gestion, du métier lui-même. Vous allez vous trouver en train éventuellement de travailler 12 à 16 heures par jour. C'est juste parce que c'est une start-up, vous êtes en train de demander de démarrer afin de valider votre idée. Mais ça, c'est un apprentissage très consistant. Je l'ai dit dans la présentation, c'est que l'expérience de start-up vous donne une expérience intéressante et profonde. C'est vraiment, vous allez devoir apprendre déjà les formations et les thèmes proposés pour vous faire une initiation dans le marketing, dans la communication, dans la gestion de vos entreprises, dans la recherche de financement. Dans les entreprises, il y a des départements de ça. Un département marketing, un département financier, un département de recherche de fonds, un département de partenariat. Donc vous allez vous transformer vous-même dans une entreprise qui intègre plusieurs départements. C'est ça la vie d'un entrepreneur. C'est ça ce qu'on a fait, je crois, on est à notre 5e entreprise aujourd'hui. Après, on a commencé à zéro aussi, on doit partager peut-être après. Oui, c'est nostalgie. Et on a présenté l'idée après à zéro par le World Forum économique, devant les présidents des États. Donc là, on a commencé à zéro, après on a commencé à chercher. Même avant, en 2005, il n'y avait pas vraiment par exemple, la fondation qui fait l'accompagnement des startups. Il n'y avait pas des bailleurs de fonds, mais de toute façon, c'était un défi. C'était pas vraiment un sacrifice, c'était un défi. Défi déjà, nous sommes dans le même contexte, on est en Afrique déjà, ensemble, donc on a le même problème, le chômage et tout, mais on est sorti pour vraiment chercher l'information et aussi, on a un prix vraiment à zéro. Et à travers vraiment ces périodes d'accompagnement, on va partager avec vous notre expérience vraiment en détail. Parce qu'il y avait tout un cycle vraiment qui a commencé depuis vraiment 2005 et 2005. moi juste peut-être vous donner une note très positive, parce que tout à l'heure on est en train de
l'incubateur. Vers la fin, on va vous demander qu'est-ce que ces porteurs de projet vont faire avec leur projet. Les heures de formation que vous avez fait, quels étaient leur impact. Donc d'un côté, on compte les prestataires de services, donc en tant qu'accompagnateur de la fondation, notre rôle, c'est de répondre à ces demandes. Ça de 1, de 2, c'est une façon de donner. Donc on aimerait bien voir émerger des projets, voir des nouvelles idées se concrétiser, voir des personnes qui participent à la richesse. Monsieur, tout ce que vous venez de dire, on a saisi. Mais une fois là, nous sommes encore au début. Nous sommes des porteurs des idées. Une fois, on arrive à avoir la chance vous nous aider à investir et que le projet évolue. Parce qu'on a vu ça, par exemple, au Nigeria, il y a une dame qui est la plus riche de l'Afrique noire. Vous voyez, elle a dit qu'elle a ses entreprises. Une fois, l'entreprise évolue. Maintenant, vis-à-vis à vous qui avez aidé le projet, quelle sera votre position? Est-ce que vous allez imposer les lois? Vous allez laisser la liberté à l'entreprise évoluer? Comment? Il y a plusieurs formats. Quand on est incubateur, c'est un modèle. Quand on est accélérateur, c'est un modèle. Quand on est associé, c'est un autre modèle. Donc généralement, on discute les termes de notre contrat. Lorsqu'on est incubateur, c'est un incubateur. On ne s'attend pas à grand-chose d'un projet incubé. Mais lorsqu'on est accélérateur, c'est qu'on a compris que ce projet a du potentiel et j'investis mon temps, j'investis mon argent avec une contrepartie. Généralement, les grands accélérateurs de start-up, ils rentrent avec 5, 10, jusqu'à 30% dans le capital de l'entreprise. C'est-à-dire, pour que vous soyez accéléré par moi-même, par notre entreprise, on va faire un compromis, donc, de cession de parts. C'est aussi simple que ça. C'est comme ça que ça se passe. Mais dans l'incubation, on ne fait pas ça. Parce que l'incubation, on ne s'attend pas à ce que le projet soit rentable un mois après son lancement. Non. Ça, c'est la phase de l'accélération. À partir de l'accélération, l'accélérateur, il rentre comme étant soit associé, soit partenaire, soit financier, soit... Et ça, ce sont des termes. Donc, oui, monsieur, parce que je sais, l'incubation, j'ai compris. Parce qu'il y a des projets qui progressent très rapidement. C'est l'objectif de ça. Oui. C'est ça le modèle. Ça peut aller au bout, après 6 mois, ça évolue, ça va vite. Oui, c'est le modèle de ça. J'ai parlé de ça. Donc peut-être là, après l'incubation, on passe à l'accélération, c'est ça. Donc après là, on impose. Nous, si on parle de notre vraiment
notre expérience, on n'impose jamais. On n'impose ni les pas, c'est des contreparties, c'est ce qu'on va donner à l'entreprise, parce que des fois, il y a des accélérateurs qui financent, mais le pire, ce qu'on donne, nous, en plus, c'est le financement et notre temps, aussi notre savoir-faire, et nos salariés aussi derrière. Donc c'est ça. C'est pour ça, normalement, ça s'ajoute. Si c'est la contrepartie qui donne la société, l'accélérateur, c'est là où ça rentre un petit peu la négociation au départ. Mais ça dépasse pas les 30%. Il y a rarement qui écoutent plus. Rarement. Je vais donner un exemple. Excusez, parce qu'on a vu, il y en a qui ont imposé même leur nom d'entreprise. Ça ne doit pas être un accélérateur. Un accélérateur ne peut pas imposer de nom. Un accélérateur, il est là pour accompagner, pas plus. Parce qu'un accélérateur, normalement, il accompagne des dizaines et des centaines de startups. Entre nous, il ne se casse pas trop dans ces petits détails. Je vous donne un exemple. Supposons que là, remarquez ici, on a parlé ici une levée de 2 millions d'euros, c'est-à-dire qu'un accélérateur ou bien un bailleur de fonds a donné une promesse pour avoir 2 millions d'euros. Et là, on parle d'une valorisation. Donc l'accélérateur de start-up, la première des choses, c'est qu'il va valoriser votre entreprise. Si par exemple votre entreprise vaut 100 000 euros, okay, et que l'effort que nous allons faire vaut 20 000 euros, nous allons demander 20% de votre entreprise. C'est aussi simple que ça. Si votre entreprise vaut 20 000 euros et qu'on va faire 20 000 euros d'effort, mais écoute, ce n'est pas un contrat gagnant-gagnant qui ne sert à rien. C'est aussi simple que ça. Donc, soit un accélérateur, par exemple, dans notre entreprise, on n'est pas accompagnateur associé, on n'est pas toujours associé avec les autres entreprises. Il y a des entreprises qui disent, écoutez, votre effort va coûter 30 000 euros, je vous donne 30 000 euros. Voilà, on va donc se transformer en prestataire de service. Et là, vous allez garder 100%. C'était le cas de Restart. Donc, c'était le cas ici. Donc, ils ont valorisé leur entreprise, ils ont valorisé le travail que nous allons faire. Pour eux, ils nous ont payé, tout simplement. Mais pour les porteurs de projets, là je reviens à l'esprit des startups, qui sont généralement des porteurs de projets, qui n'ont pas de moyens, qui n'ont pas d'expérience, et qui ont un fort potentiel d'échec. Parce que c'est pas évident, tu ne connais pas un marché, tu n'as pas fait du marketing, vous n'êtes pas spécialisé dans la gestion d'entreprise, vous n'avez pas l'argent, comment vous allez développer des entreprises? C'est d'ailleurs qu'on peut faire appel à des accélérateurs de startups pour vous accompagner. Mais cet accompagnement a un prix. C'est aussi simple que ça. Et généralement, on ne dépasse pas les 30%, je peux vous dire. Si ça va dépasser un 30%, c'est quoi en fait? C'est pas un accélérateur.